Quel plaisir de te voir à Paris, Samuel. Je suis enchanté. Ouais. Merci Laurence. J'imagine que ça te rappelle pas mal de souvenirs. Paris, c'est ma ville. Hein. J'ai vécu 40 ans et je connais un peu tous les quartiers, quoi. Et quand je reviens à Paris, je rentre à la maison, en fait. Mmh. Et quand je dis aux gens de la campagne, je vais respirer l'air de Paris, ils me regardent. Et quand j'arrive, maintenant j'arrive gare d'Austerlitz, et que je hume, je dis ça y est, je suis chez moi. Mmh. Ouais, c'est Paris, c'est le cœur de tout ce que je suis, en fait, finalement. C'est-à-dire C'est à Paris que j'ai vraiment travaillé l'astrologie, que je suis devenu astrologue professionnel. C'est là où j'ai rencontré Jacques Berton, qui m'a enseigné pendant un temps à l'école supérieure d'astrologie de Paris. Qui était, les Aptes. Les Aptes, ouais, qui était à Villeurbanne. Ouais. Ah non, à Villeurbanne, non, ça c'est Lyon, c'est encore autre chose. À Rueil-Malmaison, je crois. Non, Levallois-Perret. Levallois, oui. C'est marrant parce que bien des années plus tard, on habitait avec Mira un temps à Levallois-Perret. Et à chaque fois que je venais, je passais devant l'école de Berton, où j'étais venu bien des années avant. Mais à l'époque, Berton, il donnait des cours en direct. Il fallait se taire parce qu'il enregistrait pour pouvoir ensuite vendre les cassettes par correspondance. Donc il ne fallait pas dire un mot, mais moi je ne pouvais pas m'empêcher d'intervenir pour poser des questions et tout ça. Donc on t'entend sur les cassettes. Et ça s'entend sur les cassettes. Ouais. Ouais. Moi, il m'a toujours eu à la bonne, donc ça se passait bien. D'autant plus que dans tous les... Tu sais, avec Berton, chaque année, à la fin de l'année, on passait des examens qui avaient lieu d'ailleurs à la mairie, dans une salle de la mairie de Levallois. Et donc les deux fois où je suis passé, où j'ai fait l'examen, je suis sorti major. Donc il m'avait la bonne, quoi. Et en quoi consistait cet examen? C'était une étude de thème Alors, on était comme à la fac, tu sais, chacun sur une petite table, et puis pas le droit d'avoir d'éphémérides. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, tout ça, donc, mais pas le droit d'éphémérides et tout ça. Il fallait répondre d'abord à un certain nombre de questions qui faisaient partie du cours. Pour des voir questions théoriques. Voilà, des théoriques et tout ça. Et puis après, il y avait un thème blanc. Ou un thème aveugle, ça dépend comment on dit. Oui, oui. Et... Je me rappelle, une fois, c'était Camille Flammarion. Enfin, je l'ai su après. Et j'ai cru que c'était le thème de Ramakrishna. Ah oui. Parce que j'avais bien étudié le thème de Ramakrishna, avec une maison 12 importante, tout ça. Donc, je ne me suis pas avancé, je n'ai pas dit que c'était Ramakrishna, tout ça, mais j'ai fait une interprétation dans l'esprit de Ramakrishna. Camille Flammarion, c'était un scientifique, mais en même temps, il était très branché... sur l'ésotérisme. Sur l'ésotérisme et tout ça, donc je ne m'étais pas trompé. Pas trop, quoi. Et donc j'aime bien cet exercice-là, parce que ça permet de laisser parler aussi l'intuition, pas uniquement le côté technique, quoi. Oui, on devrait le pratiquer. Alors Paris, c'est aussi Germaine Hollet pour moi. Alors comment tu l'as rencontré, Germaine Hollet? Alors, à l'époque... C'était encore avant de suivre les cours de Berton. J'habitais rue de Rennes. J'ai fait l'ouverture de la FNAC, tu sais, de la rue de Rennes. Ah bon? 74. Et j'allais régulièrement à la FNAC pour chercher des livres d'astrologie, puisque c'était à côté de chez moi. Et toute l'astrologie qu'il y avait, c'était de l'astrologie très traditionnelle, que j'ai étudiée à fond la caisse. Quoi. André Barbeau. André Barbeau, bon là, c'est entre plus... deux. Oui. Hein, Claire Sant'Agostini, c'était entre deux aussi, tu vois, c'était pas... L'astrologie traditionnelle, Hadès, Jules Evenot, Antares, tous ces gens-là, bon, je les ai étudiés, parce qu'au niveau de la technique, ça nourrit, mais ce qu'ils en déduisaient ne me satisfaisait pas. Enfin, ils en déduisaient rien du tout, ils disaient, voilà, il y a tel et tel aspect. C'est bon ou mauvais. Voilà, c'est bon ou mauvais, bénéfique, maléfique, tout ça. Et moi, à la même époque, parallèlement à l'astrologie, j'étais dans Jung, déjà dans le yoga et les enseignements de l'Inde, et toutes les formes de spiritualité, et puis toute forme d'ésotérisme. Je dirais Li King, les tarots, tout ça, enfin, tu vois,
comme on a tous fait finalement. Ouais. Le pendule. Ouais. Et je disais, mais cette astrologie, je lis Jung, qui parle du processus d'individuation, qui parle de la réalisation du soi, etc. J'ai dit, mais là, je ne le vois pas dans l'astrologie. Pourtant, le thème, il devrait nous révéler ça. Mhm. Et un jour, j'ai acheté les éphémérides Chacornac. Tu te rappelles peut-être des éphémérides Chacornac, oui. qui étaient, c'était les éditions traditionnelles de Saint-Michel, Oui. près de Notre-Dame. Oui. Hein? Fameuse. Des vieux souvenirs. Et puis dans les éphémérides Chacornac, il y avait des articles d'astrologues, enfin tout ça. Et là, il y avait un article qui m'a complètement transporté. C'est un article de Charles Vouga, que je ne connaissais pas encore. Et cet article, je dis, voilà quelqu'un qui fait de l'astrologie comme moi j'ai envie de faire, qui parle de l'évolution de la conscience, de la transformation de soi et tout. Et donc, quand j'ai lu cet article, j'étais vraiment transporté. Et à la fin, il y avait marqué, pour tout renseignement, appelez Germaine Ollet, Jasmin, tu sais à l'époque, Jasmin, rue du Ranag, tout ça. Je prends aussitôt mon téléphone, je l'appelle, et je dis bien, vous êtes bien Madame Ollet? Elle me dit, oui, mon ami. Elle me dit, j'étais en train de partir quand le téléphone a sonné, donc je suis revenu. Alors, je lui dis, la découverte que je viens de faire, je lui dis, il faut absolument que je vous rencontre. Elle me dit, ben là, je pars à Bruxelles, chez ma fille, pendant 15 jours. Donc, revenez me voir, me donne, c'était un lundi, à telle heure, un lundi soir. Pendant 15 jours, je n'ai pas vécu. Ouais. Tu attendais comme un amoureux transi. Voilà, comme un amoureux. Et puis je suis arrivé, et puis je me suis retrouvé chez cette dame qui était lumineuse, qui était âgée, enfin l'âge que j'ai maintenant en fait. Enfin, elle est 75, moi j'en ai 77 maintenant. Mais bon, pour moi c'était une vieille dame, avec des cheveux blancs, tout ça. Tu étais tout jeune, tu avais quoi, la vingtaine? Non, j'avais pas loin de 30 ans. Ah oui, parce que tu as... J'avais 5-6 ans d'astrologie derrière moi, mais... Et là, c'était extraordinaire. C'était un moment extraordinaire. Et puis, on a discuté. Elle me dit qu'elle était née à Besançon. Je viens de Besançon, comme Victor Hugo. Oui. Elle était mariée à un général qui avait été en garnison à Casablanca, la ville où je suis né. Enfin, ça, c'est les synchronicités. Oui. Et puis, elle prend les éphémérides, elle me demande ma date de naissance, elle regarde les éphémérides, et puis elle me sort des trucs avec les progressions, tout ça, que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, les directions secondaires. Elle me sort des trucs sur ma vie. J'étais stupéfait, tu vois. Avec les éphémérides? Uniquement avec les éphémérides. Ouais. Maintenant, et les progressions. Parce qu'on aurait pu imaginer, les transits encore. Et les transits, bien sûr, ça, je les avais en tête, tu vois. Mais en suivant les progressions, tout ça. Maintenant, je le fais, moi aussi, ça. C'est épatant, mais je veux dire, ça épate. C'est épatant et ça épate. Et donc, elle m'a dit, vous êtes un vieil astrologue, elle m'a dit. Vous venez à la source, vous venez vous ressourcer avec moi. Je vais vous enseigner. Elle m'appelait Bon Maillon. Bon Maillon, elle m'appelait toujours Bon Maillon, parce que c'est de la chaîne, tu sais. Elle me dit maintenant, ça y est, vous allez retrouver votre statut d'astrologue, tout ça. Et donc, je vais vous enseigner. Vous viendrez chaque semaine, un soir par semaine, et on travaillera sur votre thème. Et puis, je vous montrerai. Donc, ce qu'il y avait d'intéressant par rapport à tout ce que j'avais pu voir auparavant, c'est qu'on ne s'intéressait pas à des thèmes de personnalité extérieure. C'est bien, hein, bien sûr. Mais elle me faisait travailler sur mon propre thème et sur ma propre vie. Oui. Et c'était une forme de thérapie, du coup. C'est une forme, d'une part, de thérapie, et d'autre part, il n'y a que comme ça qu'on comprend vraiment l'astrologie. Parce qu'on la vit. Oui. Et donc, c'est ce que je cherchais, quoi. Donc, toutes les semaines, j'allais chez elle, rue du Ranag, hein, métro la Pompe, tu sais. Et donc, on allait d'abord au resto, dans un resto à côté de chez elle, elle avait sa table. Elle me disait, ça, c'est la table de Vouga, ici.
Et Vouga, c'est là qu'il, sur les nappes en papier, il réécrivait l'astrologie du Verseau. Alors moi, j'étais très respectueux, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les personnes qui ont fait un chemin et qui sont avant moi, qui m'ont montré le chemin. Ouais. Et puis après, on rentrait chez elle, et puis pendant 2 heures, on travaillait sur mon thème. Donc Charles Vouga était... Charles Vouga est mort en 62, si mes souvenirs sont bons. Donc je ne l'ai pas connu, mais il était très présent. Alors, il y avait un fauteuil d'ailleurs dans la pièce, le fauteuil de Charles. Il ne fallait pas s'asseoir dessus parce que Charles était là. Mais c'était évident. Et Charles Vouga, quel a été son parcours à lui? Est-ce qu'il... Alors, Charles Vouga, il est né à New York, en fait, à la fin du 19e siècle. Il était plus ou moins dans la théosophie, dans ces choses-là, tu vois. Il était américain et suisse, en fait, il était. Mais il a beaucoup enseigné à Paris. Et d'ailleurs, à cette époque, Germaine avait gardé les bandes. Tu sais, à l'époque, c'était des bandes, il n'y avait pas encore les cassettes. Ouais. Donc des bandes d'enregistrement. Elle avait gardé les bandes, et puis ce qu'elle voulait faire, c'est retranscrire les conférences de Charles et en faire des livres, ce qu'on a fait d'ailleurs. Une astrologie polaire du Verseau, par exemple, un livre qui est un composé de différentes conférences, mais c'est extraordinaire. Et moi, j'ai plein de documents d'ailleurs aussi de Charles dans mes archives, des retranscriptions de conférences, tout ça, c'est très chouette. Alors on parlera plus précisément de Rudyard après, mais donc ils s'étaient croisés tous les deux, parce que bon, lui aussi a beaucoup fréquenté. Germaine connaissait Rudyard, oui. Oui, c'est elle qui t'a envoyé après. Ouais, c'est elle qui m'a envoyé aux États-Unis, enfin, qui m'a envoyé voir Rudyard dans un premier temps. Mais je veux dire, ils avaient fréquenté les mêmes cercles. Voilà, ils étaient dans ils avaient connu. Rudyard était aux États-Unis, mais ils se sont rencontrés dans des congrès d'astrologie. Elle m'avait raconté ça, Germaine. Et donc, ils étaient restés en contact, le français d'origine, puisqu'il était français d'ailleurs, et quand il parlait anglais, même au bout de 60 ans ou plus qu'il était aux États-Unis, pas de problème, il avait l'accent français. D'ailleurs, j'ai des enregistrements, j'ai des enregistrements aussi en français, pas qu'en anglais. Alors en anglais, on entend bien son accent français. Et donc, voilà, ils s'étaient rencontrés aux États-Unis, je ne sais pas, dans différents congrès, ici et là. Mais donc, Vouga et Rudyard avaient quand même suivi un chemin, enfin... Ils se connaissaient, oui. Ils se connaissaient. L'un n'a pas influencé l'autre, je veux dire... Je crois que Rudyard a influencé Vouga. Parce que Rudyard m'a raconté un jour que, je crois que c'est dans les années 60, en 59-60, il était venu à Paris, et il avait... C'est ce que Rudyard m'a raconté. Et il avait assisté à une conférence de Vouga qui était chez les Square là, tu sais, chez les théosophes. Et donc, il a écouté la conférence. Après, il est allé se présenter. Il a dit, voilà, je suis Rudyard, tout ça. Puis ils ont sympathisé. Mais tout ce que Vouga disait, enfin beaucoup de choses que Vouga disait, c'était pris chez Rudyard. D'accord. Il m'a dit, donc Rudyard a apporté quelque chose à Vouga aussi. Enfin, d'après Rudyard. Oui. Mais c'est vrai que l'astrologie de Vouga, l'approche astrologique, elle est plus théosophique, mais elle est extraordinaire aussi. Il y a plein de choses qui se recoupent, quoi. Je connais mal la théosophie, est-ce que tu peux me dire un petit peu? La théosophie, c'est un courant qui est né à la fin du 19e siècle, à la suite de Madame Blavatsky, HPB on l'appelle, Hélène Petrovna, je crois, Blavatsky, HPB. Un regard très, très particulier. Un regard. Et elle a fait toute une approche entre les enseignements de l'Inde, le christianisme, le judaïsme, tout ça, et toute une sorte, disait Guénon, il disait que c'était une forme de syncrétisme. Il disait, c'est pas la tradition, ça. Alors, Guénon s'en était
violemment pris à la théosophie. Il a écrit un livre, je crois que ça s'appelle le théosophisme ou quelque chose comme ça, que j'ai lu aussi. J'ai lu beaucoup Guénon également. Oui, qui lui était vraiment dans la oui, lui, il était raide. Ouais. Il était, d'ailleurs, à la fin de sa vie, il était dans l'islam. Hein. Il est marocain, je crois. Ouais. Mais très, comme peuvent l'être les musulmans, quoi. Enfin, les musulmans rigoristes, pour pas dire intégristes, quoi. mais son approche, elle était magnifique quand même. Le règne de la quantité, le signe des temps, tout ça, tous ces livres de Guénon sont importants. Mais quoi qu'il en soit, la théosophie est née de ce courant de Madame Blavatsky, qui a engendré, je crois, l'anthroposophie, Rudolf Steiner, Alice Bailey, et une des grandes représentantes de la théosophie, Annie Besant, qui a été en Inde. Après, elle est devenue indienne, elle s'est installée en Inde, à Adyar, qui est le siège de la société théosophique dans le monde, là où Krishnamurti a été découvert. Et c'est d'ailleurs Annie Besant qui l'a découvert, Krishnamurti. Ah oui. D'ailleurs, quand j'étais en Inde, je suis allé en pèlerinage à cet endroit-là. Et donc, Annie Besant a soutenu, c'était encore ce qu'on appelait le Raj, tu sais, l'Empire britannique qui dominait. Et elle a soutenu l'indépendance de l'Inde. Elle était très reconnue par Gandhi. Et même, elle a été, je crois, présidente du Congrès. Le Congrès, c'est le grand parti qui était à l'origine de l'indépendance de l'Inde, avec Nehru et tout ça, quoi. D'accord. Oui, donc. Alors, c'est mon pays, moi aussi, l'Inde. Oui, on en parlera après, mais oui, donc tous ces gens s'étaient nourris quand même donc des philosophies orientales. Les philosophies orientales et puis beaucoup. Donc moi, j'ai aussi beaucoup travaillé. D'ailleurs, Rudyard m'avait dit, si vous voulez comprendre bien mon enseignement, lisez les théosophes et principalement Annie Besant. Il dit bien que Rudyard était un esprit indépendant. Il avait une lune en Verseau aussi, d'ailleurs. et il disait toujours qu'il côtoyait des groupes qui le nourrissaient, mais il n'a jamais adhéré vraiment, si tu veux, parce qu'il avait son chemin à lui. Oui, un peu comme Krishnamurti aussi. Un peu comme Krishnamurti. Et moi, c'est pareil, finalement. Tu vois, avec mon côté uranien, mon côté Verseau, je dis toujours, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Oui. Donc je me nourris de toutes ces philosophies, ça m'a enrichi, ça m'a permis de comprendre plein de choses, mais en même temps, je ne veux pas être exclusif, sans que ce soit un syncrétisme, tu vois. Oui. Donc, il y avait, quand j'ai commencé l'astrologie, il y avait Jung, il y avait Ramakrishna, enfin tous les sages de l'Inde, Arnaud Desjardins. Oui. C'est très important pour moi, Arnaud Desjardins, comme pour beaucoup, je pense. Et toute l'astrologie que je pratique, même si elle est dans la lignée de Rudyard, elle est soutenue par ces enseignements-là, qui sont le sel de ma vie. Je dis toujours, je peux arrêter l'astrologie du jour au lendemain. Je ne le ferai pas, c'est ce qui me permet de vivre. Mais bon, en dehors de ça, et puis j'adore. J'aime quand les gens ils viennent en consultation et puis qu'ils ressortent avec le sentiment que leur chemin s'éclaire, enfin qu'ils ont compris ce qu'ils étaient en train de vivre au moment où ils viennent me voir, quoi. Mais... Oui, mais c'est-à-dire que une consultation avec toi, bon, il y a l'aspect astrologique, mais tu leur apportes aussi... Voilà, je fais de la bibliothérapie aussi, suivant ce que la personne où elle en est, dans son niveau de conscience, enfin dans la conscience qu'elle a d'elle-même, ce que Rudyard appelle les niveaux de conscience socio-culturels, individuels, transpersonnels. Bon, il commence par le biologique, mais ça c'est pour l'astrologie, plus l'astrologie médicale, mais socio-culturel, individuel, transpersonnel, quoi. Et donc, suivant, et puis il y a différentes étapes dans chaque niveau, évidemment. Et donc là, je trouve toujours le livre, comme je lis énormément, j'ai lu énormément, je lis toujours énormément, le livre qui correspond à la situation qu'elles sont en train de vivre, que les consultantes ou les consultants, et qui va les aider ensuite, à la lecture de ces livres, d'approfondir le travail qu'on a fait en consultation. Bon. Ouais.
Ou bien de la filmothérapie aussi. Il m'arrivait de citer des films de Woody Allen, de Alice. Tu as vu Alice? Oui, oui. Ça, c'est le passage du socioculturel à l'individuel, Alice. Ou bien Un jour sans fin. Aussi, pour ça, c'est très connu. Un autre que j'aime bien aussi, que je recommande quand les gens sont en train de basculer, à propos d'Henri. Ah, je ne connais pas celui-là. Something About Henry. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un film avec un acteur que j'adore aussi, celui qui jouait dans Star Wars. Enfin, il y en a eu plein dans Star Wars, mais Solo. Comment j'allais dire Harrison, mais c'est pas Harrison Ford. Oui, c'est ça, Harrison Ford. Et je pensais, du coup, ça me m'amenait George Harrison et tout ça. Mais Harrison Ford, à propos d'Henri, ça c'est un film qu'il faut voir, quoi. D'accord. C'est le basculement d'un individu qui était dans le socioculturel, identifié aux valeurs socioculturelles, mais un avocat new-yorkais, tu sais, comme ils peuvent être avec les dents longues et tout. Et puis un jour, il y arrive un incident et il perd la mémoire. Il a failli mourir, il est dans le coma pendant un certain temps, et il perd la mémoire. Et il revient, bien sûr, mais il ne sait plus qui il est. Et il est gentil. Et il fait des recherches sur lui, qui il était avant. Et après, il dit, mais je ne m'aimais pas comme j'étais avant. Parce qu'il avait fait tout un chemin. Ah ben, je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est des anecdotes, mais c'est... Alors ça amène d'une manière vivante aussi les livres, bien sûr. les films, tout ça, ça peut amener personnes... des prises de conscience. Tu vois, par exemple, quand je vois des parents qui m'amènent un enfant qui est très marqué par Mars, qui est très hyperactif, tout ça, je leur dis, il fait du sport. Hein, tu sais, le truc de Gauquelin, Mars à l'ascendant ou Mars au milieu du ciel, c'est des sportifs ou des militaires. Et effectivement, hein, les 90% font du sport ou ont un esprit sportif ou s'ils ne font pas du sport, tu vois. En tout cas, tu vois, speed. Hein, et quand il m'amène l'enfant, je demande s'il fait du sport. Je dis, faites-lui faire du sport. Et puis il y en a qui je dis, mais faites-lui faire du sport d'abord pour canaliser toute cette énergie martienne, pour qu'elle aille dans le bon sens, qu'elle ne soit pas explosive et qu'elle parte justement dans tous les sens. Et je leur dis, ça serait bien qu'ils fassent un art martial. Alors je leur donne à voir comme film Karate Kid. Ah. Alors c'est la sauce américaine, tout ça, mais il montre bien la distinction entre le karaté, et c'est valable pour tous les arts martiaux, tel qu'on le pratique en Occident, où on s'est coupé de la dimension spirituelle, et ça aide vraiment, tu vois, parce que ça montre qu'il y a une autre dimension, même si c'est à la sauce américaine. Comment ça peut être, les Américains? À propos d'Henri Miller aussi a joué un grand rôle dans ta découverte de l'astrologie. Henri Miller a été le déclencheur de ce que je suis maintenant, finalement. Parce que j'ai fait des études universitaires et tout, j'ai fait Sciences Po, à la côté, rue Saint-Guillaume. Enfin, en partie, parce qu'au départ, c'était à Strasbourg, mais j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque, je crois qu'on ne peut plus l'appeler comme ça d'ailleurs. Les humanités. La PrEP ENA. Et j'ai fait Sciences Po. Pardon, on l'appelle on appelait la PrEP ENA, c'est-à-dire la préparation, l'École nationale d'administration. C'était l'étape suivante. Parcours classique, Sciences Po ENA. Donc j'ai fait Sciences Po, j'ai fait du droit, après je suis monté à Paris, j'ai fait l'Institut français de presse, et j'étais doctorant en sciences politiques à Panthéon, là où sont les grands hommes. Tu as remarqué que l'entrée de Panthéon, de la fac du Panthéon, Panthéon-Sorbonne, donne sur le parvis du Panthéon. Donc là, j'étais doctorant en sciences politiques, mais déjà et depuis toujours, j'étais dedans parce qu'il fallait bien, c'était le cursus, quoi. Puis il fallait contenter les parents, malgré tout. Et bien que j'étais un révolté et tout ça, j'ai suivi le cursus, j'ai fait psycho, sociaux, tout ça aussi. Mais ce qui m'intéressait,
c'était l'art d'une manière générale, la littérature, la poésie, la peinture. Donc ça, c'était la littérature, c'était mon fil conducteur. Mon fil conducteur. Hein. Victor Hugo, commencé par Victor Hugo, qui m'a ouvert les portes en lisant, quand j'avais 10 ans, dans la bibliothèque verte, les Misérables. Ouais. Je dis, je vais être comme Jean le Valjean. Et donc, il est toujours là, Victor Hugo. En plus, étant à Besançon, au lycée Victor Hugo, passant tous les jours devant la statue de Victor Hugo, que je saluais en passant. Mais Victor Hugo et d'autres, toute la littérature classique, Balzac, Chateaubriand. Chateaubriand, qui a été important à une époque aussi. Mémoire d'outre-tombe. Oui, Mémoire d'outre-tombe. beaucoup dans ton livre. Ouais. Chateaubriand. Enfin, tout ça, quoi. Balzac. Après, c'était Zola. Et puis après, toute la littérature russe. Hein, Tolstoï, Dostoïevski. Et américaine aussi. J'aimais bien les Américains. Et un jour, j'ai commencé à lire Henry Miller. Henry. et donc, là, ça a été une révélation. Il était Capricorne, ascendant Bélier. Toujours vif et joyeux, il disait. Et il raconte sa vie, en fait. Mais d'une manière tout à fait magistrale. Alors, il y a tout un pan de la littérature d'Henry Miller que les personnes qui ne connaissent pas vraiment son œuvre voient comme la sexualité, tout ça, qui joue un rôle important, effectivement, surtout à l'époque où il a écrit. Il a été l'amant d'Anaïs Nin, hein, et d'autres. Hein. Mais moi, ce qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est vrai qu'on avait la même roue des maisons, il était ascendant Bélier, je suis ascendant Bélier, on a la même roue des maisons. Je ne sais plus s'il avait le nœud en Scorpion, mais je me rappelle qu'il avait Mars, maître d'ascendant, conjoint à la Lune en Scorpion. Donc la sexualité en 8, tu vois. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Enfin, si, quand même. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ne suis dans Scorpion, quand même, en 8. Mais c'était la manière dont il traduisait sa vie en termes de spiritualité. Que sa vie, c'était un chemin de quête, de connaissance. Et il citait... D'ailleurs, il a été au début de... Il a suivi des cours avec les théosophes. Lui aussi. Lui aussi. Oui, du côté de New York, là où il était. Puis après, il a vécu en France pendant 4-5 ans. Et donc, j'ai tout laissé tomber en lisant. Il parlait de Krishnamurti, il parlait de Jésus, de Bouddha, tout ça. Des gens qui étaient pas dans mon répertoire encore. Oui. Ou bien que je vivais peut-être d'une manière négative, parce que j'étais un bon produit de la République, tu vois, un enfant de la République, laïque, républicaine, etc. Que je suis toujours d'ailleurs. Mais... Oui, et puis la politique t'a quand même toujours intéressé. Et j'étais dans la politique toujours, oui. C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po d'ailleurs. Et donc... La sociologie aussi, tu parles aussi beaucoup d'Edgar Morin. Edgar Morin, oui, c'est mon maître de sociologie, je le cite souvent. Ce sont des êtres hors normes quand même, qui ne rentrent pas dans des cadres spécifiques. D'ailleurs, les sociologues purs et durs ne considèrent pas Edgar Morin comme un sociologue. Hein, c'est une pièce rapportée. Pour moi, c'est ça la sociologie. C'est le vécu. Ouais. Hein, et donc, Miller, j'ai tout arrêté en doctorat de Sciences Po, alors que j'étais près du but, tu vois. D'ailleurs, j'ai raté le concours de l'École nationale d'administration, mais ça, comme je disais, c'est mon inconscient qui a pas voulu que... Et puis même, de toute façon. Mais en même temps, je suis allé lire tous les livres que Miller lisait. Il y a un livre de Miller qui s'appelle « Les livres de ma vie ». Et donc il y a Rudyard dedans. Notamment dans le cauchemar climatisé, il parle de Rudyard, tout ça. Donc je suis allé voir tout ça. Et donc, oui, donc c'est vraiment Henry Miller qui a marqué l'étape où je me suis ouvert à moi-même. Il m'a révélé à moi-même. Ce qui est le rôle d'un écrivain. Du style d'Henry Miller. Et donc, j'ai été voir. Il parlait d'astrologie. Et c'est donc suite à cette lecture que tu... C'est la suite de ces lectures d'Henry Miller que j'ai commencé à étudier l'astrologie. Et que tu as rencontré Jacques Berton. Après, j'ai rencontré Berton, Germain Hollet, tout ça. Voilà. Et il y avait un livre
Jacqueline Langman, qui m'a servi de base pour la consultation au départ, qui s'appelle Henri Miller et son destin. Je ne sais pas si on le trouve encore maintenant. Et donc, elle analyse le thème de Miller, bon, d'une façon assez traditionnelle finalement, mais c'était intéressant parce que j'apprenais les bases aussi. Et puis comment tout ça se goupillait, comme dans une horloge. Hein. Et donc, et dans la marge, il y a des annotations de Miller, parce que Miller vivait à Paris. Hein, à cette époque-là, il avait été voir Jacqueline Langman, qui lui avait fait son thème, donc une astrologue de l'époque, et il notait et puis il commentait dans la marge. Ouais, c'était longtemps mon livre de chevet, d'astrologie, ouais, entre autres. Pendant 1 an, j'ai tout abandonné, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, et puis j'étais dans Paris sur les traces d'Henri Miller. Bon. C'était un pèlerinage, ouais. Et c'était vraiment exaltant, quoi. Je me sentais complètement... Mais pourtant, j'étais déclassé, quoi, tu vois, par rapport à... Complètement déclassé. Puis alors tu vois, mes parents, un peu... Pourquoi on s'est serré la ceinture pour que tu en arrives là? Oui, avoir fait Sciences Po, proche du diplôme. J'essayais d'expliquer à ma mère, surtout, que ma voix, c'était ça, quoi. Qu'est-ce que tu avais comme transit à ce moment-là, ou comme J'avais des transits d'Uranus sur le nœud sud, tu vois, comme si je retrouvais quelque chose du passé qui remontait. Hein, les transits d'Uranus sur le nœud sud, ou Pluton même. Sur le nœud sud, Pluton, sur le nœud sud, je l'ai vécu aussi, en Scorpion. C'est pas pareil, il fait remonter des choses du passé, mais qui sont lourdes, quoi. Ouais. Tandis qu'Uranus, c'est libérateur. C'est libérateur. Ouais. Mais Pluton, c'est bien aussi, parce qu'il fait remonter des choses du passé qui sont enfouies en nous, mais qu'il faut, pas juguler, le mot n'est pas exact, mais qu'il faut transcender, transmuter, voilà, transmuter. Donc les transits de Pluton, à chaque fois que j'en ai eu, et notamment celui sur le nœud sud, t'ont amené vers ton chemin, vers voilà, à chaque fois, c'était une étape du chemin. Bon, et puis tu as passé beaucoup de temps en Inde aussi. J'ai passé du temps en Inde, oui. J'ai fait de grands voyages en Inde. Au total, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, quoi. Et là, c'est aussi l'Inde, c'est mon second pays. En fait, j'ai des pays comme ça de cœur parce que j'y ai vécu. Il y a l'Inde, il y a les États-Unis, mais peut-être moins maintenant en ce moment. Enfin, le peuple américain, dans ceux que je connais, j'ai rien contre eux. Au contraire, moi j'aime bien les États-Unis pour y avoir vécu. J'aime bien l'Inde malgré, parce que j'ai toujours mon côté politique, tu sais. Oui. Malgré que les dirigeants soient d'extrême droite finalement, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé évidemment, puisque le but de l'astrologie c'est de se libérer, d'être libre. C'est pas d'être enfermé dans des dogmes. Oui, et puis c'est une école de la tolérance. Voilà. Et en Inde, après tout un tas de péripéties, j'ai découvert l'enseignement de Yogananda, à travers l'autobiographie d'un yogi. Oui, qui m'avait beaucoup marqué aussi. Ouais, et donc, dans des circonstances extraordinaires. Et depuis lors, c'est quand même ma ligne de conduite. Même si je suis engagé dans d'autres enseignements, j'ai pris mes refuges dans le bouddhisme, j'ai été initié dans le soufisme, mais ma voie principale, c'est le yoga, l'Advaita Vedanta, la non-dualité. C'est pour ça qu'Arnaud Desjardins était important aussi, Swami Prajnapada. Enfin, donc tout ça, c'est derrière mon astrologie. Ouais. Ouais. Et tu n'as jamais étudié l'astrologie hindoue? J'avais commencé à l'étudier en Inde, mais bon... bon, on ne peut pas tout faire, la sidérale. Surtout qu'ils n'utilisent pas Uranus, Neptune, Pluton. Du moins à mon époque, quand j'ai étudié. Donc, non, j'ai étudié, j'ai regardé tout ça, mais ça ne s'est pas imposé à moi, disons. Oui, oui. Et comme j'étais bien avancé en astrologie occidentale, telle que je la pratiquais moi après avec l'aide de Germaine Hollet et puis après Rudyard, c'était ça qui me passionnait le plus. Donc la philosophie de l'Inde, tout ce que peut représenter l'Inde, les Yoga Sutras de Patanjali, le Ramayana, le Bhagavad Gita, tout ça, ça fait partie de... Ouais.
Et donc l'enseignement de Yogananda, que je suis depuis mon premier voyage en Inde en 78. C'est ma ligne de conduite, quoi. En 1995, tu as fondé le CRET. Alors en 1995, j'ai fondé le CRET, Centre de recherche et d'études transpersonnelles. J'ai pas mis le mot astrologie dedans, bien que principalement c'était une école dédiée à l'astrologie, mais je me disais que ça pouvait être ouvert sur toute forme d'expression spirituelle et ésotérique. D'ailleurs, c'est vrai, puisque avec Mira, j'ai pu intégrer son travail dans le CRET, puisque ça correspond au motif de l'association, enfin de la SARL, c'est une SARL. Donc mais en fait, pendant des années, j'ai enseigné l'astrologie, ici à Paris, donc, et puis un peu partout en France. Je ne sais pas si je calcule le nombre de villes où je suis allé. Toutes les semaines, j'étais quelque part. Oui, tu le décris très bien dans ton livre, tu étais par Mons et par Vaux. Paris, Strasbourg, Lille, Nice, Toulon, Toulouse, Bordeaux, et en Belgique aussi. Et puis par la suite en Suisse. Et donc, voilà, j'enseignais comme ça. Ici à Paris, j'avais un groupe qui me suivait pendant des années. Et donc, j'avais un week-end tous les mois avec eux. Et donc, d'une année à l'autre, on programmait ce qu'on allait faire l'année suivante. Donc, on se disait, tiens, cette année, on va faire Saturne, et puis après, on va faire les maisons, après, on va faire les progressions. Il n'y avait pas de continuité. On passait du coq à l'âne, finalement. Mais pourquoi pas? C'était bien, moi, ça m'arrangeait bien. Oui, c'était un petit peu à la demande des élèves. Voilà, c'était à la demande des élèves, et puis on discutait. Moi, j'ai toujours été très consensuel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on étudie, hein? Je ne vais pas vous imposer. Et puis, je donnais des séminaires d'été un peu partout. Puis, un couple qui me suivait depuis un certain temps déjà, un jour, ils m'ont dit, qui était plus âgé que moi d'ailleurs, ils m'ont dit, tu sais, Samuel, ça serait bien que tu donnes une formation structurée, suivie, qui est étape par étape, et pas qu'il soit dispersé comme ça. Ah, j'ai dit non, pas du tout. Trop uranien, des petits liens. Ah, l'uranien, oui. Je dis, ça va être galère, quoi. Parce que ça demande toute une organisation, ça demande toute une autre manière de faire et d'être que là, je me contentais, j'étais bien. J'allais à tel endroit, on me donnait mon chèque en partant, et puis jusqu'au week-end suivant, je n'avais pas à m'occuper de la suite, si tu veux. Bien que je gardais, et j'ai toujours gardé, les personnes que je rencontrais qui suivaient plus régulièrement sont devenues des amis. Ce qui fait que j'ai des amis un peu partout, finalement. Mais ce qui m'a arrangé, c'est que le dimanche soir, on terminait le séminaire, tranquille, quoi. Et là, on t'a demandé de et là, ça demandait autre chose. Un travail très saturnien. Et donc, c'était en 95, l'année où est née ma fille, d'ailleurs, aussi, où Mars est devenu direct. Ton Mars rétrograde. Mon Mars rétrograde est devenu direct. Et ses amis m'ont dit, bah oui, c'est ça que tu devrais faire. Alors, j'ai vu avec les autres, ils m'ont dit, ouais, ce serait génial, tu devrais faire ça, tout ça. J'ai dit, ouais, mais quel boulot. Bon, et puis en réfléchissant, je me suis dit, ouais, ils ont raison, quoi. Ouais. Donc là, tu as structuré tes cours. Donc j'ai restructuré mes cours, je leur ai donné une forme, j'ai fait un cursus sur 4 ans. Au départ, c'était sur 5 ans, après je me suis dit 5 ans, c'est déjà pas mal, 4 ans, c'est déjà pas mal, 5 ans, ça pourrait être trop, mais en fait, il faudrait 10 ans. Bien sûr. Ouais, donc j'ai structuré tout ça, on est reparti des signes, des maisons, des planètes, des aspects, etc., première année. Mais ce que j'ai proposé, c'est que chaque étudiant travaille sur son propre thème. Un petit peu comme, exactement comme Germaine Hollet, ouais, comme elle avait fait avec moi. Et que à la lecture de leur thème, en fonction du sujet qu'on abordait, comment eux, ils vivaient, ils ont vécu tous les aspects. Donc j'ai mis en place cette structure. Au début, ça n'a pas été facile. Il y avait 50 personnes la première promotion. Puis à l'époque, c'était des enregistrements sur cassette. Et donc, les enregistrements sur cassette, ceux qui ne pouvaient pas venir, il y avait un week-end, ça faisait, je ne sais pas, 5-6 cassettes de 90 minutes. Tu vois. Ah oui. Donc il fallait
en rentrant les dupliquer, les empaqueter, les envoyer par la poste, tout ça, quel boulot. Et puis après, j'ai pris une deuxième promotion par correspondance, avec des temps où on se retrouvait. Et donc là, j'ai fait des cours sur cassette, à l'époque, des cours audio, pour leur donner du grain à moudre, quoi. Et puis petit à petit, les élèves ont commencé à retranscrire les séminaires. Et donc je les ai retravaillés un peu, tout ça. Il faudrait que je les retravaille beaucoup plus. D'ailleurs, ça va être prévu puisque je vais en faire toute une série de livres. Ah, super. Hein, je vais les retravailler et puis faire vraiment des livres, quoi. Ce qui s'appelleront, il y en a 26, qui s'appellent les séminaires de Samuel. Oui. Et pour les diffuser d'une manière plus large. Et donc, ils ont commencé à retranscrire et on a fait des petits fascicules, des livrets. Donc, au début de chaque session, je leur donnais le cours audio, plus le livret. Dans chaque livret, il y avait des questions, comment vous avez vécu tel et tel aspect, tout ça, enfin. Et puis après, on se retrouvait tous les week-ends à Paris. Au début, c'était dans le 15e. Je louais une salle dans le 15e, du côté de métro Plaisance, tu sais, entre Plaisance et Convention. Ouais. Et donc, tout le monde débarquait le week-end, un week-end tous les mois. Et là, c'était le partage sur ce que chacun avait compris du travail qu'il avait fait avec les cours. Donc un partage, mais de vie, quoi. Avec, bien sûr, le support de l'astrologie. Et aujourd'hui, comment se passent tes cours? Parce que tu en donnes encore beaucoup. Oui, j'en donne encore beaucoup. Mais j'ai arrêté la formule de groupe. Et je prends exceptionnellement certaines personnes que je sens qui sont vraiment motivées par un travail sur eux-mêmes et pas uniquement par comprendre l'astrologie en tant que telle. Je les prends en individuel, en faisant des supervisions par Zoom. Et puis tous les étés, on se retrouve tous là où tu étais venu. Oui, c'est ça. Oui, donc, voilà, on se retrouve pour... Donc chacun travaille à son rythme. Voilà, le but, c'est que chacun travaille à son rythme. Mais il y a des supervisions avec toi. Il y a des supervisions régulières avec moi pour voir... et puis des séminaires d'été. Les séminaires d'été, tout ça. Ouais, chacun travaille à son rythme parce que j'avais constaté que certains n'avaient pas le temps, ça allait trop vite. Donc, il y en a qui font des pauses tu vois, d'un certain temps parce qu'ils ont besoin de digérer, d'assimiler ou qui sont pris par autre chose. Je dis ok, pas de problème. Quand tu es prêt, on reprend. Donc c'est bien. Et j'aime enseigner aussi, de toute façon. Ah bah oui, c'est... Jupiter au milieu du ciel, enfin. Jupiter, c'est ma planète la plus forte en réalité. Parce que j'ai Jupiter en milieu du ciel, mais en 9. Eh oui, donc il est en domicile. En domicile et en Sagittaire. Ah oui, bah il est en... Ouais. Et c'est la planète en double domicile. Qui se lève avant le Soleil. La planète qui se lève avant le Soleil dans le sens horaire, Rudyard l'appelait le héros du Soleil. C'est elle qui annonce le Soleil qui, pour Rudyard, représente le moi essentiel, le moi profond. Donc moi, c'est Jupiter. Ouais. Aussi bien sur le plan jupitérien. Oui, de la bonne chair. La bonne chair et tout ça, mais que l'enseignement... Ah oui, c'est l'enseignant, oui. Tout le monde me dit que c'est le côté pédagogue, quoi, Jupiter. Ah bah oui, J'aime bien ce que disait Boileau, quoi. Je crois que c'est Boileau qui disait ça, que les choses difficiles, il faut les enseigner simplement. Ah bah ça... Ça me parle. Ça te parle, hein? Oui. Avec ton ascendant Sagittaire. C'est ça. Et aujourd'hui, tu travailles beaucoup en collaboration donc, avec ton épouse Mira. Alors là, avec mon épouse Mira, ça va faire l'objet du 3e tome, la rencontre avec Mira, et puis nous nous connaissons depuis 40 ans quand même. Et là, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Mais on s'est retrouvés dans des circonstances tout à fait extraordinaires que je raconte dans le 3e tome. Le 2e tome va sortir, là, ces temps-ci. Et là, c'est toute la collaboration avec Mira. Je montre d'ailleurs le 1er tome, avec une belle illustration de Mira, d'ailleurs. Donc ça, c'est ton... C'est mon 1er tome. Voilà, ce sont tes mémoires, en fait. C'est mes mémoires, oui. C'est sur la route illuminée.
Itinéraire d'un astrologue en quête de Voilà, sens. ça c'est comment, un peu ce qu'on a dit là, Oui, comment je suis devenu astrologue, quoi, au bout du compte. C'est tout le chemin qui m'a amené à être astrologue professionnel. Et le deuxième tome qui va sortir ces jours-ci, qui s'appelle En route, c'est maintenant je suis astrologue, et puis je vais enseigner à droite, à gauche, tout ça, avec mon bâton de pèlerin. Et donc ça sera le deuxième tome. Et le troisième tome, ça sera tout ce qui m'a amené en Dordogne, et puis Mira, enfin la rencontre avec Mira. Bon, on a vécu quand même un certain temps à Paris avant de partir en Dordogne. Et donc Mira, mon épouse, donc, est une artiste peintre dans le domaine du sacré. Et donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui se fait à l'heure actuelle, et même elle est un peu affolée avec l'intelligence artificielle. Oui, mais enfin, rien ne remplacera jamais... Ça ne remplacera jamais, pour l'astrologie pareil d'ailleurs, ça ne remplacera jamais l'humain. Et oui. Et donc voilà, avec elle on a créé des oracles finalement. Le premier c'était le tarot de Langiberté, donc les peintures de Mira, et puis mes textes. Et puis en fait, tout ce qu'on a fait ensemble, c'était... Elle ne fait pas que faire les peintures. Elle participe aussi. Elle participe aussi. C'est elle qui fait les structures de tous les jeux. Moi, elle me dit, voilà, telle carte qu'elle a peint auparavant, elle a fait la structure du jeu, puis elle me dit, voilà, les mots-clés pour chaque texte, et puis après, je regarde, et puis j'écris les textes. C'est des textes de consultation, comme en astrologie horaire, ou comme dans l'I Ching, tu vois. Oui, vous en avez créé plusieurs. Alors là, on a fait le tarot de Langiberté, après on a fait le voyage de Ritavan. Le voyage de Ritavan, Infinitude, on a fait l'oracle des runes, et le dernier qu'on vient de sortir, c'est l'oracle de l'Égypte secrète. Là, il est sorti en fin d'année dernière. Et puis là, là, elle fait un truc pour elle en ce moment, mais on prépare un travail par la suite. L'oracle de l'Inde, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Peut-être on va faire un travail avec les symboles sabiens. Ah, ce serait intéressant ça. Là, il faudrait qu'elle fasse 360 peintures. Donc, est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça? Mais c'est des projets qu'on a, on verra bien ce qu'on peut faire. Donc avec elle, c'est un travail, on est en osmose totale, quoi. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Oui, donc ça doit t'occuper. Ah ben, j'en ai pris du matin au soir. Heureusement qu'on a une maison assez grande en Dordogne, mais on se croise. Mais il y a des tableaux de Mira partout. Il y a des tableaux de Mira partout. Il faudrait qu'un jour vous veniez filmer tout ça, parce que. Mais oui, quand les gens rentrent chez moi, ils disent tu vis chez ta femme. Je dis non, c'est chez moi, c'est parce que j'aime bien, je suis premier supporter, quoi, premier fan. Et donc voilà, toutes ces peintures et tout ce qu'on fait, et aussi tout ce dont j'ai parlé, l'Inde, les théosophes, Krishnamurti, elle est en plein dedans. Quand on s'est rencontrés, on avait tous nos livres en double, par exemple. Donc on est complètement branchés pareil, quoi. C'était une rencontre extraordinaire. Bon, on a hâte de lire ça dans ton troisième tome. Qui est en cours d'élaboration, d'écriture. Et as-tu d'autres projets en cours? Alors, il y en a des tonnes. Bon, il y a ceux que j'ai évoqués avec Mira, de toute façon. Mais là, j'ai l'intention, c'est déjà bien avancé, de publier toute la correspondance que j'ai eue avec Rudyard avant le temps que j'ai passé près de lui, et puis après, jusqu'à sa mort, quoi. Donc il y a des choses très intéressantes d'un point de vue astrologique, et puis d'un point de vue de connaître Rudyard. Et donc ça, c'est fait. D'ailleurs, pour m'inciter à avancer, Mira, elle a fait déjà toutes les couvertures de tous mes livres à venir. Bon, il n'y a plus qu'à mettre ça en forme. Et puis il y a encore un livre qui va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année, qui s'appelle « Approche de l'astrologie humaniste et transpersonnelle », où je reprends dans ce livre un certain nombre de conférences que j'ai faites dans différents endroits, des retranscriptions, des interviews qu'on a fait de moi, des articles que j'ai écrits dans différentes revues. Donc c'est
une approche, quoi. D'ailleurs, dedans, il y a un échange avec André Barbeau, chez Fabrice Pascot. Et nous saluons au passage. Ouais, qu'on salue au passage, évidemment. Et c'est Fabrice qui avait mis ça en place. Il m'avait dit, Barbeau veut te rencontrer pour parler de Rudyard. Ah. Ouais. Donc j'étais chez Fabrice, on était allé, rue Pavée. Hein. Ouais. et donc il y avait Barbeau, puis, parce qu'il ne comprenait pas bien la philosophie de Rudyard. Enfin, il trouvait que c'était pas vraiment... C'était neptunien, quoi. Oui, oui, oui. En discutant, j'ai bien montré déjà que j'avais bien les bases en astrologie traditionnelle. Donc j'ai étalé mes connaissances en et puis on a discuté, il y a plein d'échanges, c'est passionnant, quoi, pour l'histoire de l'astrologie. Eh oui. Bon, ben c'est... Voilà, ça s'appelle l'approche de l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Et puis le livre sur Rudyard, ça s'appelle L'homme semence, la correspondance. Donc les peintures de Mira, qui sont... Les couvertures, elles sont extraordinaires. Il y a une date de sortie de prévue? Je ne sais pas, il faut travailler, quoi. Je suis très très pris, on est pris du matin au soir, hein, de toute façon. Mais celui sur le recensement d'articles et tout ça, il est quasiment prêt. Donc il devrait sortir d'ici la fin de l'année. Rudyard, il faut encore que je scanne un certain nombre de choses. Et puis tu nous promets aussi dans ce livre-là de le reprendre aussi, mais d'un point de vue astrologique, ça, ce serait passionnant. Alors, là, j'ai essayé de ne pas trop aborder l'astrologie en tant que telle, bien que pour expliquer certains moments de ma vie, il fallait que j'y fasse allusion, mais je ne suis pas rentré dans la technique. Et je m'étais dit que ça serait bien d'avoir comment on appelle ça, un compagnon, tu sais, un livre qui est uniquement à partir de mon thème et très astrologique cette fois-ci. En disant, voilà, tel épisode que vous trouverez dans tel chapitre, voilà ce qui s'est passé astrologiquement. Oui, ce serait génial. Ça, c'est un projet, mais il y en a tellement que... Et en plus, les consultations, les cours, tout ça, ça prend tellement de temps. Mais bon, ça avance petit à petit. Eh bien, écoute, c'est super. On a hâte de lire tout ça. Merci.